1996, Nantes a atteint une demi-finale de Ligue des Champions. En 1995, après une saison parfaitement maîtrisée, le FC Nantes remporte largement le championnat de Ligue 1 avec une seule défaite en 38 matchs et 10 points de plus que Lyon, son dauphin. Donc le dauphin des Canaries, c'est Lyon. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Ah putain oui, Et la vache, les Canaries, Lyon, ok, les animaux. Qui dit première place dit qualification en Ligue des Champions pour la saison suivante, donc la saison 95-96. Alors avant de commencer à parler du parcours de Nantes, on va déjà s'intéresser au format de la compétition parce que c'est pas le même qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, la Ligue des Champions, c'est littéralement une Ligue des Champions puisqu'on y retrouve que les vainqueurs des différents championnats européens. Donc on a un seul représentant par pays et celui de la France, donc c'est le FC Nantes. Un seul champion par pays, ça veut dire que certes, on se retrouve avec des clubs pas ouf comme le champion suisse ou le champion danois, mais on a quand même aussi quelques grosses écuries comme la Juventus, Dortmund, le Real Madrid ou l'Ajax qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Donc on a nos champions, maintenant la suite c'est 4 poules de 4 équipes où les deux premières places sont qualificatives pour la suite de la compétition, à savoir directement des quarts de finale, puis demi-finale et finale. Donc pas de huitième de finale, contrairement à aujourd'hui. Voilà pour le format. Maintenant, à quoi elle ressemble cette équipe du FC Nantes? Le FC Nantes, c'est quand même une équipe qui vient de rouler sur la Ligue 1, qui est un des meilleurs championnats du monde à l'époque. Et oui, la Ligue 1 était un des meilleurs championnats du monde. C'est vrai. Bon, malheureusement, à l'intersaison, les Canaries vont perdre deux éléments importants avec les départs de deux internationaux français, Christian Carambeu qui part à Gênes et Patrice Loco à Paris. Je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'une équipe française performe, elle vend ses meilleurs joueurs. Non, c'est... Non. Non, Ça me semble pas. ouais, c'est pas... Non. Ah oui, Oui, là oui, oui, clairement, voilà, oui, oui. là. Non, en vrai, pour la saison 95-96, à part le départ de Loco et Carambeu, l'équipe championne de France ne change pas beaucoup, donc ça c'est plutôt cool. Alors, je connais pas grand monde sur cette compo, hein, je vais pas faire semblant, mais sans prendre trop de risques, je peux quand même dire qu'on a une belle équipe. Une belle équipe donc, avec une défense qui va faire 18 clean sheets cette saison en Ligue 1, un milieu sérieux avec Pedros, international français qui participera à l'Euro 96, et Makelele qui est à 22 ans un grand espoir du foot français. Et puis en attaque, on a un trio intéressant avec un international polonais, un international tchadien, Endoram, qui a été essentiel la saison précédente, et puis un international français, le jeune Nicolas Wedek, 18 buts en Ligue 1 la saison précédente, ce qui lui a permis lui aussi de faire ses premiers pas en équipe de France. Cette belle équipe nantaise, elle est entraînée par Jean-Claude Suodo qui prône le fameux style de jeu à la nantaise. Le principe en gros, c'est que dès que Nantes récupère la balle, on s'embête pas à faire 10 000 passes inutiles, mais on joue très vite vers l'avant, 3-4 passes, 2-3 touches de balle, des appels parfaits et tout ça, ça doit vite aboutir à une frappe. Et résultat, quand ça marche, ça donne des phases offensives explosives, très rapides et parfois carrément spectaculaires. Un peu comme ce but contre le PSG en 94. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! Bon, ça c'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, le style de jeu à la nantaise, c'est pas le même. Hein. Depuis 20 ans, c'est un style de jeu un petit peu différent. Bon les gars, quand on a la balle, on la joue à la nantaise. C'est quoi la nantaise? Et tu veux pas nous dire ce que c'est la nantaise? De quoi? Bah c'est démerdez-vous, vous prenez la balle et... Alors attention, hein, on s'enflamme pas, Nantes ça reste une équipe jeune avec des joueurs qui vont tous jouer leur toute première Ligue des Champions. En plus de ça, l'équipe s'est quand même bien affaiblie avec le départ de Loco et Carambeu. Le jeu nantais cette saison-là, il va être moins brillant que la saison précédente. Et donc face aux autres géants européens, Nantes ne fait pas partie des favoris. Maintenant, à eux de créer la surprise. Cette année-là, les Nantais se retrouvent dans une poule plutôt abordable. Alors oui, il y a Porto, vainqueur de la Ligue des Champions en 87 et demi-finaliste 2 ans plus tôt, mais les deux autres, c'est le Panathinaikos, champion grec, et le petit poussé Aalborg, champion danois, donc ça va. Un groupe abordable, et donc Nantes va en profiter pour choper la deuxième place et même finir devant Porto, qui est finalement pas très bon cette année-là. Là, ça fait les affaires de Nantes, hein, mais en général, c'est chiant de tomber sur un Porto qui est pas très bon. Pas bon ce Porto. Bon, alors Nantes est qualifié, mais Nantes n'a pas forcément brillé. Inutile de faire l'autruche, les Canaries n'ont pas été très convaincants en poule, et ça c'est pas très chouette. Au final, les Nantais doivent leur qualification à la petite équipe danoise, contre qui les hommes de Suodo ont pris 6 points, alors que contre des adversaires plus coriaces, Nantes n'a pris que 3 points sur 12 possibles. Mais bon, on s'en fout, hein, ce qui compte c'est le résultat final et la qualification. Maintenant, place au quart de finale.
En quart de finale, le FC Nantes va affronter le Spartak Moscou qui vient de rouler sur sa poule avec 6 victoires en 6 matchs, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. C'est rare, assez rare. Je te rappelle que nous, en 2013, on a... Ah putain. Oui, c'est l'inverse. Ouais, c'était l'inverse. Ouais. Pardon. Alors sur le papier, ça pourrait être une affiche sexy entre le champion russe et le champion français. Mais dans les faits, c'est un quart de finale assez faible qui nous attend. Pourquoi? Et bien parce qu'au moment de cette double confrontation, donc début mars, ça va pas fort pour les deux équipes. Côté Nantes, on est sur une saison clairement moins brillante que la saison précédente, avec à ce moment-là une 10e place en Ligue 1 à 14 points du leader, un parcours en poule pas très convaincant, et puis Nantes est déjà éliminé de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Côté Spartak, la situation elle est plutôt originale. En fait, à l'époque, la plupart des championnats ils se font comme aujourd'hui, donc entre le mois d'août et le mois de mai, donc à cheval sur 2 années civiles. Sauf que le championnat russe à l'époque il se fait sur une année civile, donc entre le mois de mars et le mois de novembre. Ça veut dire quoi? Et ben ça veut dire que les mois de janvier et février en Russie c'est l'intersaison, et donc pendant que Nantes joue une quinzaine de matchs officiels en France entre début décembre et début mars, et ben le Spartak lui il en dispute aucun. Et donc le quart de finale contre les Canaries au début du mois de mars, c'est le tout premier match officiel du Spartak depuis 3 mois. 3 mois. Les gars n'ont pas joué depuis 3 mois, l'équipe elle a changé et leur premier match de la saison c'est un quart de finale de Ligue des Champions. C'est un peu comme commencer un nouveau jeu vidéo et tomber direct sur le boss final. Donc ce Nantes-Moscou en quart de finale qui en soi pourrait être sexy, au final c'est un match entre le 10e de Ligue 1 et une équipe russe qui fait un match de pré-saison. Un peu de chat Nantes quand même, jusque là les adversaires c'est pas... Disons qu'il y a d'autres quarts de finale plus sexy, comme Real Juventus ou Ajax Dortmund. Bref, même si ça va pas fort à Nantes, la situation elle est quand même plus avantageuse pour les Canaries qui doivent en profiter et qui vont en profiter. Match aller 2-0 à la Beaujoire dans un match parfaitement maîtrisé, et puis 2-2 au match retour dans un match plus compliqué où Moscou avait rattrapé son retard et mené 2-0 à la mi-temps. Et donc contre toute attente, vu les performances du club depuis le début de la saison, et ben, les Canaries atteignent une demi-finale de Ligue des Champions pour la toute première fois de leur histoire. La Ligue des Champions, mercredi 20h20, en direct sur TF1. Nantes en rêvait. Dans le dernier carré de la Ligue des Champions, les Canaries affrontent le plus prestigieux club transalpin, la Juventus de Turin. Alors oui, il y a une époque où la Ligue des Champions était diffusée gratuitement sur TF1. Aujourd'hui, pour voir tous les matchs de Coupe d'Europe, faut payer 40 ou 50 balles par mois pour avoir toutes les chaînes. Heureusement, il y a un autre moyen de voir les matchs en bonne qualité, gratuitement et de manière totalement légale, c'est d'utiliser NordVPN. NordVPN qui sponsorise cette vidéo, donc un grand merci NordVPN. Pourquoi est-ce que NordVPN c'est la base pour tous les amateurs de foot? Et bien parce que les principaux matchs de Ligue des Champions et d'Europa League, ils sont pas diffusés en clair en France, mais ils le sont dans d'autres pays, et notamment en Belgique. Sauf que nous, en France, on n'a pas accès aux chaînes belges. Bonjour, j'aimerais bien regarder les matchs en clair s'il vous plaît. Ah ouais, t'habites en Belgique? Non. Eh ben alors non, c'est non. Eh ouais. Ça repart dans son pays de mangeurs de grenouilles. Et c'est là qu'intervient NordVPN, parce qu'avec NordVPN, vous allez pouvoir vous localiser en Belgique et donc avoir accès en quelques secondes à la diffusion en direct. En fait, grâce à NordVPN, vous faites genre que vous êtes en Belgique alors que vous êtes en France. Bonjour, j'aimerais bien regarder les matchs en clair s'il vous plaît. Ouais, mais t'habites en Belgique? Allez-y. Oh oui, une fois. Oh bah génial alors. Allez viens moule à gaufre. Merci NordVPN. Et donc résultat, vous allez pouvoir mater les matchs en bonne qualité, légalement et avec des commentateurs qui parlent français. Donc tout comme les chaînes payantes, sauf que là vous payez juste l'abonnement NordVPN. Sachant qu'avec Remontada, vous avez un petit lien en description qui va vous donner accès aux meilleures offres du moment et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Pas mal. Bon, revenons-en à nos moutons. Ou plutôt à nos Canaries. Nos Canaries qui retrouvent la Juventus de Turin en demi-finale. Les Turinois, c'est du très lourd. Champion d'Italie la saison précédente, qui est sûrement le meilleur championnat du monde à l'époque. Ils ont gagné l'équivalent de l'Europa League en 89 et en 93 et ils étaient en finale en 95. Là, en Ligue des Champions, avant d'affronter Nantes, les Italiens ont terminé premier de leur groupe et ils ont éliminé le Real de Madrid en quart de finale. Donc la Juve, c'est du solide et en face, on a le FC Nantes qui galère en Ligue 1 et qui a que 3 victoires sur 8 matchs dans cette édition, dont 2 contre le champion du Danemark et 1 contre un club qui jouait son premier match depuis 3 mois. Bref, personne n'imagine une seule seconde que Nantes va se qualifier.
Bon, j'estime nos chances de qualification à 1 sur... Mais... Oh bah 1 sur 1, c'est nickel, ça fait 100% de chance de qualification. Et on fait une fête chez moi, ça arrive. Chez toi. Le match aller, c'est à Turin où Nantes se déplace sans ses meilleurs joueurs puisque Pedros est suspendu et Makelele et Endoram sont blessés. Donc Nantes, c'était déjà pas ouf, mais alors là... Et pourtant, à Turin, Nantes va proposer une première mi-temps très solide pendant laquelle la Juve domine mais n'arrive pas vraiment à se créer l'occasion. On s'approche de la mi-temps avec ce score nul et vierge, sauf qu'à la 44e minute, le défenseur nantais Bruno Carotti reçoit un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. À 10 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps, forcément, c'est plus facile pour la Juve qu'en profite et qui plante 2 buts en seconde période. D'abord Vialli au retour des vestiaires et puis Jugovic à l'heure de jeu. Avec 400, ça commence à faire beaucoup, 400. Comment ça, 400 Ah, 4000. Bon, 2-0 contre la Juve à 10 contre 11, c'est loin d'être une humiliation, c'est même plutôt honorable, mais c'est un match qui reste quand même au travers de la gorge des Nantais qui, aujourd'hui encore, estiment avoir été volé par l'arbitrage ce soir-là. Alors, en soi, il n'y a pas eu d'énormes vols dans ce match. Il y a des situations discutables, mais il y en a eu des deux côtés, comme quand l'arbitre ferme les yeux sur cette faute nantaise dans la surface, qui aurait pu coûter un pénalty aux Canaries. Pas vraiment de décision scandaleuse, donc en fait, ce que Nantes reproche à l'arbitre, c'est surtout d'avoir distribué 7 cartons jaunes à Nantes et 0 à la Juve. Donc d'avoir été trop dur avec les Canaries et trop tendre avec la vieille dame. T'es vraiment qu'une grosse merde. Eh ouais. Ça va, même Pichon. Il fait beau, hein. Mais il a ce bobo. Alors globalement, les cartons jaunes côté nantais, ils sont à peu près tous justifiés parce que pour défendre contre la Juve, les Nantais sont parfois obligés de faire des fautes assez grossières. Et d'ailleurs, le deuxième carton jaune qui entraîne l'expulsion de Carotti, même s'il est un peu sévère, c'est vrai, bon, il n'est pas scandaleux. Donc trop dur avec les Canaries, je pense pas. Par contre, trop tendre avec la vieille dame, ça c'est sûr. Par exemple, 5 minutes avant l'expulsion de Carotti, il y a un joueur de la Juve qui met un coup de coude dans le nez d'un défenseur nantais qui finit en sang, sauf que il n'est pas sanctionné. Et il y a d'autres gestes discutables qui seront pas non plus sanctionnés pendant le reste de la rencontre, donc c'est bizarre. Je dis simplement c'est bizarre. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. Bref, en soi, c'est pas grand chose, mais voilà, bizarrement à l'époque, les clubs italiens sont jamais vraiment embêtés par l'arbitrage. Et donc forcément, à force ça agace. On se dit qu'il y a quelque chose de pas net derrière. Ouais, les gens ils arrêtent pas de dire ouais, les arbitres ils vous emmerdent jamais. Ben si, je suis désolé, des fois ils nous emmerdent. Hein. Attends, les arbitres sont pas toujours comme on le voudrait. Attends, tiens ton chèque. Je prends plus les chèques. Bah voilà, c'est ce que je disais, tu vois. Ça prend plus les chèques. Les gens ils disent que les arbitres nous embêtent plus, mais si, ça emmerde tout le monde. Allez, place au match retour maintenant, 2 semaines plus tard à la Beaujoire, avec des Nantais revanchards, même si, bon, on s'imagine bien que la qualification va être compliquée. Alors bien sûr, on garde quand même un petit espoir de qualification, mais ça va pas durer longtemps parce que dès la 17e minute, c'est les Italiens qui ouvrent le score. Ça fait 3-0 en cumulé, Nantes doit maintenant marquer 4 buts pour se qualifier. 4 milliards, 4 000. Bon, bah, j'ai plus de place. Et hop, voilà, c'est fini. Ça fait beaucoup. C'était long comme ouais. Ouais, c'était un long running gag. Ouais, c'était assez long. Bon, ça va être compliqué, hein. Impossible, même tout le monde a bien compris, même l'arbitre qui veut pas enfoncer le clou et qui donne juste un carton jaune au gardien nantais pour cette sortie à la main en dehors de la surface, alors que ça valait clairement un rouge. Oh, je suis désolé, monsieur l'arbitre, j'ai fait une main. Mais j'ai rien vu, c'est bon. Allez, tu peux les rejouer. Amuse-toi, et l'important c'est de participer. Ah, et bien Non, sûr. ça mérite un carton rouge, c'est humiliant là ce que vous faites. C'est comme vous avec la mallette, j'ai rien vu. C'est pas du... Pardon, monsieur, c'est quoi? La mallette. Non, mais... Pour autant, Nantes ne lâche rien et égalise juste avant la mi-temps. Ça fait 1 partout à la pause. Alors peut-être. Bon, c'est pas assez pour reprendre espoir, d'autant plus que la Juve reprend l'avantage au retour de vestiaire, mais Nantes veut gagner son match. Donc Nantes pousse encore, égalise à la 69e minute avec une super frappe de Endoram, et à la 82e minute, c'est Franck Renoux qui marque le but de la victoire. Et oui, bien joué. Voilà le but de la victoire. Le but de la victoire pour Renoux. 3-2 pour Nantes, ça fait 4-3 pour la Juve en cumulé, et donc c'est la fin de l'épopée européenne pour les Nantais. Alors oui, Nantes est éliminé, oui,
La Juve a peut-être levé un petit peu le pied en seconde période, mais on s'en fout. Aucun regret. Nous, ce qu'on retiendra, c'est que ce soir-là, Nantes a écrit une des plus belles pages de son histoire et du football français. Ce soir-là, Ala Beaujoire, celui qui finira 7ème de Ligue 1 cette saison, a battu le futur vainqueur de la compétition, la Juventus de Turin, en demi-finale de Ligue des Champions. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.